Merci beaucoup d'être venus si nombreux, je suis très heureux. Je remercie la direction du Théâtre des Déchargeurs de l'accueil qu'elle fait à notre débat de ce soir. Débat qui vient soutenir le risque pris par notre ami et membre de notre association, David Golzal, de se lancer dans une adaptation de Dostoïevski et Dune pour le théâtre, et de deux, dans un théâtre avec les risques que cela encourt. Donc il était important qu'on fasse circuler l'information, et puis aussi qu'on profite de ce moment pour débattre un petit peu de toutes les questions soulevées par ce travail. Donc beaucoup de gens ici sont membres de notre association, dans le cadre de laquelle s'organise cette soirée, Association Recherche Mimétique, qui est donc la plateforme de la fondation américaine qui s'occupe aujourd'hui de diffuser et développer le travail de René Girard, ou du moins la théorie issue de ses travaux. C'est dans ce cadre-là que nous organisons un certain nombre de séminaires, de colloques et de rencontres, dont celle-ci fait partie. Je suis très heureux d'accueillir donc ici à cette table deux membres distingués de notre association, Jérôme Thénault, qui est donc d'abord membre de l'ARM et ensuite accessoirement professeur de littérature à l'université Lyon 3, Jean Moulin. C'est ça, Jean Moulin, Lyon 3 plutôt. Voilà. Jérôme est un éminent spécialiste d'Yves Bonnefoy, et il vient de m'apprendre qu'il s'occupe... c'est pas un scoop? Les sons, d'accord. Il a écrit un très beau livre sur Yves Bonnefoy. Il est spécialiste également de Baudelaire, de Rimbaud, un très éminent connaisseur de Girard, et de la pensée de Michel Henry, qui, je pense, sera aussi beaucoup cité lors de ce débat et de son intervention, puisque Jérôme, entre autres, est l'auteur d'un une très belle introduction, très inspiré de plein de lectures, d'abord de la sienne, mais aussi de Girard et de Michel Henry, L'idiot de Dostoïevski, dans la collection Foliothèque de Gallimard, qui est donc référée à la traduction de L'idiot chez Folio. C'est tout un débat, qui n'est pas celle d'André Markovitz choisi pour le spectacle, mais qui est une très très belle introduction que je vous recommande vivement par sa grande générosité au sens cartésien. Elle brasse large et elle est d'une grande simplicité comme toutes les visions claires. David Golzal est un traître puisqu'il était physicien et qu'il a tout plaqué pour devenir théâtreux, se lancer dans le théâtre. Il est ancien élève du conservatoire de Bourg-la-Reine. Il a monté, il y a combien de temps, David, la compagnie des apprentis de l'invisible? Ça fait 2-3 ans maintenant qu'on travaille avec la compagnie. Avec donc un certain nombre de comédiens, dont certains rencontraient à Bourg-la-Reine au conservatoire. Oui, non, pas exactement. Il y a surtout Jonathan Vétillard, que je connais depuis, avec qui j'ai commencé à faire du théâtre, qui fait partie de la compagnie. Et sinon, c'est des gens qui sont un peu agglutinés autour du spectacle au fur et à mesure de notre aventure. Un effet d'agglutination. Et la compagnie s'est créée comme cela, et donc c'est son premier spectacle, enfin c'est sa première réalisation. C'est la première réalisation de la compagnie. Oui. D'accord, très bien. Alors donc les enjeux de la discussion de ce soir sont multiples, et d'abord il s'agira à terme surtout de débattre avec vous et d'ouvrir un débat commun. Ça, comme je le rappelais tout à l'heure en ouvrant, c'est un risque de la part de David que d'adapter Dostoïevski au théâtre. C'est un risque d'adapter un roman au théâtre. J'ai moi-même, il y a quelques années, adapté un roman de Thomas Bernhardt pour le Festival d'Avignon, et même chez un grand dramaturge comme Bernhardt, quand Bernhardt a décidé de ne pas écrire une pièce de théâtre mais un roman, c'est qu'il avait envie d'écrire un roman et pas une pièce de théâtre. Et donc, adapter un roman au théâtre, c'est de l'ordre de la gageure, c'est contre nature, parfois, et c'est un vrai risque. Donc déjà, le premier risque, c'est celui-là. Le deuxième risque, c'est d'avoir pris Dostoïevski et ce roman génial, qui est L'Idiot, publié, je me penche sur ma droite, si jamais je dis des bêtises, en 1868, c'est ça? Oui, c'est voilà. Ça. Donc avant le dernier feu d'artifice dostoïevskien qui va déposséder aux frères Karamazov. Roman absolument génial, l'un des plus grands romans de la tradition occidentale, extrêmement complexe. Et donc la gageure, c'était d'aller tirer des personnages, de ce tissu de multiples personnages, d'aller en choisir, de les déplanter en quelque sorte, et de l'horticulture fine, pour les replanter, les réenraciner dans un autre projet qui est un projet théâtral. Donc ce déracinement du personnage romanesque pour le réincarner sur une scène théâtrale, c'est un projet risqué,
mais c'est celui que tu as tenté et tu vas nous expliquer comment et dans quel esprit tu l'as fait, d'autant que les enjeux ne sont pas moindres puisqu'il s'agit aujourd'hui de souligner l'actualité déroutante d'un texte comme celui-là, dans le contexte qui est le nôtre, qui est évidemment celui de cette déflagration du terrorisme, qui est celui du retour d'une slavophilie étrange et inquiétante à l'est de l'Europe, on peut en parler aussi, car c'est de ça aussi que parle ce roman, et de bien d'autres questions. Donc là, l'incarnation théâtrale, la prise de chair d'acteurs, en quelque sorte, de personnages qui ne sont que des personnages de roman, c'est un enjeu très important. Alors il y a aussi une autre incarnation romanesque, qui n'est pas celle du personnage du roman s'incarnant au théâtre, qui est celle du personnage du roman en tant que tel. Et ça, c'est un autre sujet, et là, je me retournerai vers mon invité de droite, qui est tout à fait différent, mais qui est un autre enjeu également, et qui est un enjeu fondamental. Alors, pour nous qui nous intéressons, entre autres, nous ne sommes pas des obsédés, mais au livre de René Girard, en particulier à Mensonges romantiques et vérité romanesque, publié en 1961, et à Dostoïevski du double à l'unité, publié chez Plomb en 1963. Nous qui nous intéressons à ces textes de Girard, moi qui m'intéresse aussi, puisque je classe actuellement son archive, aux papiers préliminaires et aux papiers qui ont succédé tous ces livres, il y a un concept central chez Girard, qui n'apparaît pas forcément de manière théâtrale dans ses livres, mais qui est constamment là, qui est celui d'incarnation romanesque. L'enjeu pour Girard, c'est l'incarnation romanesque. C'est l'incarnation romanesque qui décidera si un roman est génial ou si un roman est raté. Si un roman est raté, chez un romancier génial ou chez un mauvais romancier, c'est que le personnage ne sera pas incarné. Il sera désincarné, il sera victime de ce que Girard appelle une illusion romantique, une mystification, le piège de son désir. En tout cas, il sera désincarné. Si le roman est génial, si le roman est réussi, si le romancier a écrit un roman génial, si le romancier est génial, alors ces personnages sont incarnés. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est d'autant plus mystérieux que Girard, publiant ce livre en 1961, a déjà fait un long parcours et s'est déjà dépris de toute une langue qui était la langue de la phénoménologie, dans laquelle il avait travaillé au début des années 50, lisant attentivement Sartre, lisant attentivement Merleau-Ponty, Husserl, beaucoup plus qu'on ne le pense, et s'est défait de cet idiolecte, je fais un mauvais jeu de mots, mais c'est pourtant ça, cet idiolecte phénoménologique ou philosophique, subjectiviste, incapable, selon lui, de rendre compte des relations interhumaines, intersubjectives. Donc ce que Girard essaie de faire, c'est tout simplement, enfin c'est pas simple, c'est de parler Dostoïevski, comme il dit dans ses papiers, de parler Proust, c'est-à-dire de s'identifier à l'auteur au point de retrouver un cogito qui ne soit pas un cogito qui désincarne comme celui de Descartes. Et là Girard se fonde sur les études majeures de Georges Poulet, dans les études sur le temps humain, et notamment sur l'étude sur le songe de Descartes. Non pas un cogito qui désincarne, mais un cogito qui incarne. Alors qu'est-ce que ce cogito romanesque? Qu'est-ce que cet oxymore chez Girard? C'est complexe à comprendre, c'est un personnage qui meurt pour ressusciter. L'incarnation est chez Girard corrélée à la résurrection. Qui dit incarnation romanesque, dit résurrection romanesque. Et ça n'est pas forcément dans un cadre religieux. Ce peut être dans un cadre romanesque qui n'a rien de théologique. Mais c'est aussi bien sûr un concept théologique. Pour Girard, l'incarnation débouche sur la résurrection. La résurrection est l'achèvement, le couronnement de l'incarnation romanesque. Il faut que le héros meure pour rejoindre à ce moment-là son auteur. À ce moment-là, la créature, le créateur rejoint sa créature, tous deux sont libérés du monde. Et donc c'est là qu'on voit que le mouvement est exactement inverse du mouvement cartésien qui part du sujet pour aller vers le monde. Avec Girard, nous partons du monde pour aller vers le sujet. Et ce mouvement d'incarnation est un mouvement explicitement défini comme un mouvement d'arrachement, de mort au désir, de mort au monde. C'est là où ça devient effectivement paradoxal et passionnant. Et là, j'aurai beaucoup à apprendre de ce que nous aurons beaucoup à apprendre de ce que Jérôme va nous dire là-dessus. Parce que, et j'en viens au fait de l'œuvre qui nous rassemble, L'idiot de Dostoïevski, publié donc en 1868, a souvent été présenté comme une tentative de faire revenir le Christ sur terre. C'est le retour du Christ. Heureusement, les analyses très fines de Jérôme et d'autres nous font comprendre que
quand Dostoïevski écrit le prince, le Christ. Oui, d'ailleurs on ne peut pas savoir trop parce qu'il n'y a pas de distinguo entre le et un. Voilà. Il y a écrit prince, tiré, Christ, alors soit on traduit un Christ, soit le Christ. C'est ce que j'allais dire. Tu me voles, tu me coupes l'herbe sous le pied, mais comme c'est pas toi que je l'ai pris, c'est retour à l'envoyeur. C'est effectivement un Christ que nous présente Dostoïevski. C'est donc déjà un effet de distance par rapport à ce modèle christique. Et puis enfin, Jérôme nous montrera très très bien que le modèle de Don Quichotte est aussi fondamental dans cette construction géniale du personnage du prince Mychkine. Le prince Mychkine est donc celui qui quitte la Suisse pour aller retrouver Saint-Pétersbourg, le salon des Épanchines, nous allons en parler. Et pour Girard, il est tout sauf un personnage incarné. Il est tout sauf celui qui va même s'incarner. Il est l'être absolument désincarné, dont la désincarnation va provoquer la catastrophe qui fait l'objet du roman. Donc incarnation d'un personnage déplanté de son terreau romanesque pour être replanté sur une scène théâtrale, incarnation romanesque qui, de manière assez fascinante et paradoxale par rapport à ce que je viens de vous dire, est manquée dans l'Idiot, qui est pourtant un roman totalement réussi, et nous allons comprendre ce paradoxe ensemble. Donc incarnation romanesque du personnage lui-même, avec Jérôme, c'est, je pense, une bonne manière d'entrer dans l'univers infernal de Dostoïevski, au sein duquel on ne voit guère de lueur. Si on se limite à ce roman-là, il faudra envisager la conversion de Stepan Trofimovitch dans Les Possédés, les pages lumineuses des frères Karamazov pour voir une lumière au bout du tunnel. Nous sommes avec l'Idiot dans le noir le plus total, dans une véritable catabase, une descente aux enfers, où l'on pourrait penser que l'incarnation est manquée, où l'on pourrait penser que le projet romanesque n'a pas abouti, alors que paradoxalement, il a génialement abouti. Je vais donc laisser la parole à Jérôme pour qu'il, fort de sa connaissance très fine de l'œuvre, nous la recadre, nous la représente à nouveau, à sa manière. Avant de passer la parole à David, nous débattrons peut-être quelque temps, pas trop longtemps, rassurez-vous, pour vous laisser la parole. Merci Benoît. Donc s'il s'agit de recadrer ce roman si fameux que chacun a en esprit, je dirais donc deux choses, ramassant de détails de ton exposé d'à l'instant. D'une part 1868 et d'autre part un Christ. Alors commençons par 1868 pour situer le problème. 1868, Baudelaire vient de mourir, Rimbaud va se mettre en mouvement ici en France, Manet vient de prendre déjà des décisions radicales telles qu'il renverse, disons, la grande tradition platonicienne de la peinture, et Nietzsche, de l'autre côté du Rhin, fait à peu près le même travail de sape. Dostoïevski, qui a des antennes innombrables, vient donc de quitter la Russie parce qu'il y est obligé, il est poursuivi pour ses dettes, et il va de ville en ville, d'exil en exil, et ces antennes lui font recueillir tout ce qui se passe, évidemment, en Europe occidentale, comme ça se passait déjà en Russie, c'est-à-dire une crise généralisée que Mallarmé va thématiser avec la rigueur que l'on sait. Bon, alors cette crise, il y a mille et un bouts pour en parler, et puis d'ailleurs chacun la connaît, donc je dirais simplement que ce n'est pas encore tout à fait l'enfer, comme tu as dit que c'était, mais disons simplement la démocratie. La démocratie au sens de Tocqueville, non pas un régime politique, non pas un mode d'élection des représentants, non pas une forme de gouvernement, mais disons la démocratie sociale, c'est-à-dire l'égalisation des conditions. Alors voilà un thème girardien, l'indifférenciation. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point on a dit que Girard était un héritier de Tocqueville, mais sans doute il faut le dire et le redire sans arrêt, puisque c'est ce processus d'égalisation des conditions, par lequel d'ailleurs Tocqueville est absolument fasciné, qui lui apparaît comme un processus rigoureusement irréversible, universel et impénétrable, de telle sorte d'ailleurs qu'il l'attribue à la Providence elle-même. D'ailleurs c'est très passionnant parce que Tocqueville est si fasciné par le caractère irréversible, universel et impénétrable de ce qu'il appelle la démocratie, c'est-à-dire l'égalisation des conditions, qu'en effet il ne peut que l'imputer à une transcendance, il ne peut pas, disons, débusquer tous les mécanismes et toutes les lointaines provenances, et il en fait un événement divin. C'est trop, en quelque sorte, pour être compris, la démocratie.
selon Tocqueville. Bon, alors c'est un fait que déjà, il y a chez Tocqueville les analyses que l'on retrouvera chez René Girard, selon lesquelles cette égalisation des conditions est de nature à favoriser les conflits interhumains. Alors cette démocratie, en somme, c'est quelque chose comme l'enfer, admettons. Bien, Dostoïevski en sait tout aussi long à cet égard que Tocqueville, ça va de soi. Et il constate effectivement l'accroissement de la violence et le rapport surtout entre cet accroissement des rivalités dues à la démocratie, au sens de Tocqueville, et la crise métaphysique dont il est, lui, là, pour le coup, l'otage. Crise métaphysique, qu'est-ce à dire? Alors c'est l'autre thème, le Christ, un Christ. Il se trouve que cette formule, Mishkin, un Christ, me fait penser, quant à moi, à une formule célébrissime de Jean-Jacques Rousseau, la mort de Socrate est d'un sage, et la mort de Jésus est d'un Dieu. D'un Dieu. Alors, je vais parler un tout petit peu de Rousseau, puisqu'il est question de Suisse dans l'Idiot. Et, non mais, et de démocratie, et d'égalité des conditions, et d'égalité des droits. Bon. Et parce qu'il me semble aussi que Dostoïevski est dans un débat constant avec Rousseau. D'abord, et aussi parce que je n'en ai pas parlé là. Donc j'en parle maintenant. D'abord, il se trouve que les problèmes que Dostoïevski se pose sur cette crise qui nous occupe, il ne les pose que dans l'horizon qui a été ouvert par Rousseau. Bien sûr dans l'horizon du christianisme, et nommément de son orthodoxie, mais tout de même aussi dans l'horizon qui a été ouvert par Rousseau. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que Rousseau est le premier, avec son immense rigueur, à avoir imposé à l'Europe tout entière l'idée que le péché originel est une fiction. Rousseau a décidé, avec une audace confondante et une puissance de persuasion tout aussi confondante, que le mal ne trouvait pas son explication convenable dans l'idée de péché originel, qu'il fallait en finir avec ce mythe. Et par conséquent, chacun le sait, il a tenté, à sa façon, de produire une généalogie, c'est son mot d'ailleurs, c'est son mot, c'est très important parce que ce sera le mot de Schopenhauer, puis ce sera le mot de Nietzsche, une généalogie, donc, c'est dans la lettre à Christophe de Beaumont, du mal. Et c'est d'autant plus fondamental que s'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de raison de désespérer absolument. Et il n'y a pas non plus de raison de se confiner dans une nostalgie du paradis perdu. Et il n'y a pas non plus, du coup, de raison de s'en remettre exclusivement à la rédemption christique. On peut travailler dans l'histoire dans la mesure même où la bonté originaire dont l'histoire nous a privés demeure en nous comme une puissance, comme une transcendance. Autrement dit, se passer de l'idée de péché originel, dans la pensée de Rousseau en tout cas, c'est se donner les moyens, en l'occurrence ici politique, dans le contrat social, d'imaginer une société future qui conserverait en elle comme idéal régulatif la bonté originaire et qui du coup travaillerait à une manière de conversion graduelle, modeste sans doute, mais possible tout de même, de conversion de la violence dans la sympathie, dans l'égalité justement, bref, dans la démocratie. Un certain optimisme rationnel, pondéré, modéré, est donc possible à Rousseau, dans la mesure où il a posé la question originaire, d'où vient le mal, et où il n'y a pas répondu, où il a refusé d'y répondre par le péché originel, et du coup, je le répète, Dostoïevski reçoit cet horizon de pensée. Il le reçoit, peut-être pas absolument directement de Rousseau, parce qu'au fond, il ne nomme celui-ci qu'assez peu dans son œuvre, à la différence de Tolstoï, soit dit en passant, qui a perpétuellement répété sa vénération pour Rousseau. Il ne le nomme que peu. En revanche, il est à jamais attaché à George Sand, laquelle est un des enfants de Jean-Jacques Rousseau, tant et si bien d'ailleurs qu'elle se désignait elle-même comme le fils de Rousseau. Et lui, Dostoïevski, qui a fait traduire un ou deux romans de George Sand par son propre frère, est nourri de la littérature de George Sand. Tant et si bien que oui, il pense à partir de cette reformulation du problème du mal, en dehors de la tradition doloriste et augustinienne du péché originel. Et par conséquent, il a en vue l'idée de conversion. De conversion et Mishkin. J'en viens maintenant à l'idiot, et je vais dire un peu quand même 2-3 rapports entre ce livre et ce que Dostoïevski a fait de la pensée de Rousseau. Mishkin, c'est donc une expérimentation de Dostoïevski pour réfléchir sur les conditions de possibilité de la conversion. En effet,
je vous remets en mémoire un tout petit peu ce qui se passe dans ce livre, jadis, du temps que tout allait bien, c'est-à-dire en Suisse, c'est-à-dire dans les hautes montagnes, là où l'air est pur, là où la glace est magnifique, la glace, je veux dire, le gel, le froid, la splendeur du monde. Jadis, donc, il était possible à Mychkine de se faire l'ami des enfants par la transparence de son cœur, par l'inclination qu'il avait pour eux, et même d'assez persuader ses enfants de ne pas persécuter la pauvre jeune fille qui était là dans le même village, et de se convertir de la persécution à laquelle il s'adonnait jusqu'alors à, au contraire, de la mansuétude et même de la sympathie pour cette même jeune fille. Je vous rappelle, cette jeune fille s'appelait Marie, Marie comme la mère de Jésus, et cette jeune fille qui s'appelait Marie, donc, avait été séduite, comme dit le texte, séduite, on ne sait pas trop, bon, elle a été séduite en tout cas par un Français, extrêmement important, elle a été séduite par un Français, et après avoir été, ce qui était déjà une catastrophe, naturellement, pour elle, c'est une des offensées et humiliées du répertoire dostoïevskien, et pour avoir été séduite, il s'en est suivi que tout le village s'est mis à la calomnier, à la réprouver, à l'enfermer, en quelque sorte, dans l'image qu'il se faisait d'elle. Et les enfants aussi. Les enfants, en bon Satan en herbe, comme dirait Baudelaire, ça donnait un cœur joie à persécuter cette jeune fille, puisque, somme toute la collectivité alentour les y autorisait. Sauf que donc, Mychkine est là, parmi eux, et avec, je le répète, sa naïveté, sa transparence de cœur, sa maladie aussi, dont il va falloir parler, il arrive à persuader ses enfants de cesser leur calomnie, de ne pas prendre pour argent comptant l'image qu'ils se font de cette Marie, bref, de se désolidariser du mythe que les adultes ont bâti au sujet de celle-ci, et il y parvient en effet. Autrement dit, le récit, non pas de Dostoïevski, mais de la vie du prince Mychkine, commence par la conversion. Commence par la conversion de ces enfants qui, de persécuteurs, arrivent, grâce à lui, à se faire compatissants. Et le voilà qui descend de sa montagne, fort de cette expérience originaire. C'est clairement un mythe rousseauiste. C'est-à-dire qu'au commencement, n'est-ce pas, il y a un paradis. Ou, si vous préférez, au commencement, il y a un homme de nature. Cet homme de nature, ce sont ses enfants. Ils avaient été corrompus partiellement seulement par les adultes dont ils avaient adopté le mythe persécuteur, mais il suffit qu'on leur parle sérieusement, c'est-à-dire de façon transparente, pour qu'ils reconquièrent leur bonté originaire, n'est-ce pas, et de persécuteurs, je le répète, se fassent compatissants. Autrement dit, il y avait là-bas, en Suisse, l'homme de nature. L'homme de nature, ces enfants-là auxquels parlait le prince Mychkine, homme de nature lui-même. Et donc, le voilà qui descend, comme tu l'as dit tout à l'heure, il descend de sa montagne, c'est un peu comme Zarathustra, n'est-ce pas? Il descend de sa montagne, il paraît d'ailleurs, il y a un très bel essai de Jean-Christophe Bailly qui s'intitule « Adieu », il paraît que c'est toute l'histoire de l'Occident qui descend de la montagne, c'est dans la montagne que les dieux résident, n'est-ce pas? Et nous n'arrêtons pas de descendre, maintenant c'est la plaine de l'enfer, comme tu dis, la plaine de la démocratie, la plaine de la sécularisation, la plaine du nihilisme, etc. etc. Alors donc, il descend dans la plaine, et où arrive-t-il? À Pétersbourg. Ce mouvement de Mychkine de la montagne de l'homme originaire jusqu'à Pétersbourg, c'est très exactement le mouvement qui, dans la pensée de Rousseau, va de l'homme de nature à l'homme civil. Car en effet, qu'est-ce que c'est que Pétersbourg? C'est pas difficile, Pétersbourg c'est la même chose que Paris. Pour savoir ce que c'est que Paris, il faut lire Baudelaire. Le premier texte des petits poèmes en prose, Baudelaire dit que Paris est une ville abstraite. Et en effet, Dostoïevski dit exactement la même chose de Pétersbourg, la ville la plus abstraite possible. Qu'est-ce que ça veut dire que Paris et Pétersbourg soient des villes abstraites? Ça veut dire que précisément, d'abord, elles sont abstraites de la nature originaire, elles se sont arrachées, disons, au commencement, elles ne sont plus du commencement, elles sont de part en part l'historicisation elle-même, et de surcroît, du coup, elles sont abstraites en ce sens que ce sont des villes fomentées par le discours, des villes constituées par la représentation, des villes qui sont en quelque sorte des réifications conceptuelles, des espèces de systèmes de signes. D'ailleurs, ici, il n'y a que des signes, n'est-ce pas, et rigoureusement rien d'autre, simplement chosifiés sous forme de lampes, de tables, etc. Bon, alors, de fait, arrivé, disons, de la bonté originaire de la Suisse jusqu'à la corruption mondaine de Pétersbourg, c'est passé de l'homme de nature à l'homme civil, c'est-à-dire
de l'infants, des enfants qui ne parlent pas, et d'ailleurs le personnage de Marie était taciturne, n'est-ce pas, jusqu'à Pétersbourg, où, comme à Paris, tout le monde parle à tort et à travers, utilisant pour cela des concepts, c'est-à-dire des représentations du monde, qui, aussi raffinées soient-elles, aussi complexes et subtiles soient-elles, nous privent toujours de notre propre origine. Bon, non seulement il s'y agit donc d'une manière de tentative d'incarnation, il s'agit d'incarner la bonté originaire dans, disons, la cité corrompue, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Mais d'autre part, il s'y agit aussi de reproduire l'événement décisif qui s'était produit en Suisse, c'est-à-dire la conversion des coupables en sujets compatissants. Il s'agit de faire en sorte que Terentiev, qui maudit le ciel et la terre, se console et se fasse plus modeste. Il s'agit de faire en sorte que les Epanchines, qui ne pensent qu'à l'argent, veuillent bien faire un tout petit peu attention à autrui. Il s'agit de persuader Rogojine, qui est une sorte de vie pulsionnelle absolument inapaisable, veuille bien se tempérer un peu et lui aussi s'apercevoir que les autres existent. Et surtout, et par-dessus tout, bien sûr, il s'agit de faire en sorte que Nastasia Filipovna, Nastasia la résurrection donc, que Nastasia, disons, se déprenne du fétichisme de sa propre image. Alors, Nastasia, c'est un être qui a été prostitué par, comment s'appelle-t-il, Trotsky. Et elle a été prostituée, autrement dit, elle a été simplifiée, réduite au rang d'une image. Son être propre a été méconnu par, disons, la rapacité de ce Trotsky qui en a fait sa chose. Et le malheur de tout ça, c'est qu'elle a fini par assez croire qu'elle était rien que cette image. Elle a fini par adhérer à cette prostitution d'elle-même par son exploiteur, tant et si bien que la voici presque identique à sa photographie. Et en effet, d'ailleurs, c'est par une photographie qu'on commence à la connaître. Dès que le prince Mishkin est arrivé à Pétersbourg, chez les Epanchines, par le hasard des circonstances, on lui présente justement une photographie de Nastasia Filipovna. C'est très important parce que cette photographie, on peut se la passer de main en main. C'est comme une fille des rues, n'est-ce pas? Ça passe de main en main. La photographie et la fille, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Et alors, en effet, on comprend par cette allégorie, Dostoïevski très profond tout de suite, évidemment, que cette jeune femme est réduite à un semblant, réduite à un apparaître, réduite à une image. Et par conséquent, il s'agit de convertir tout Pétersbourg à l'idée que non, Nastasia Filipovna n'est pas une image, ne peut pas être réduite à sa seule apparence, et il faut, disons, délivrer les esprits de l'empire des images, y compris l'esprit de Nastasia elle-même, qui a cru et qui continue de croire qu'elle était ainsi réductible à ce rang de prostituée, pour que, somme toute, la sympathie recircule entre chacun et que l'amour ressuscite. Il s'agit bien d'un problème de résurrection. Il y a donc là deux problèmes d'un coup. D'une part, je l'ai dit tout à l'heure, l'homme de nature a à s'incarner, si tu veux, a en tout cas à venir dans l'histoire, c'est-à-dire l'homme de la montagne a à venir dans la plaine, l'homme de la pureté originaire a à venir dans l'enfer de la démocratie. C'est peut-être une forme d'incarnation, en tout cas c'est son problème. Et d'autre part, il y a à rejouer la scène de la conversion, transformer tous les Pétersbourgeois en des enfants qui seraient capables, disons, de la paix, qui seraient capables de la paix, c'est-à-dire d'abdiquer leur violence. Alors, je ne sais plus trop ce que dit René Girard là-dessus, mais je pense qu'il a raison s'il dit, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, que le prince Mishkin n'est pas capable de ce projet, ne parvient pas à réaliser sa tâche. On le voit d'abord à son nom d'idiot. Et je veux dire un tout petit peu ce qu'idiot veut dire. Si j'ai encore le temps ou... Alors idiot, tout le monde comprend ce que ça veut dire naturellement, mais je vais le répéter quand même. Idiot, c'est parce qu'en grec aussi, enfin en grec, en russe aussi, c'est idiote, n'est-ce pas? Donc c'est le mot grec qui est là, c'est idios, c'est le propre. Et d'autre part, idiot, c'est celui qui n'est pas savant. Et c'est un fait que le prince... Alors je vais traiter ces deux aspects-là. Je commence par le pas savant. Le pas savant n'est pas l'inintelligent. Tout le monde remarque que Mishkin est très intelligent. Il a quelque chose comme une intuition, il est même quelquefois visionnaire, n'est-ce pas? Il est capable de percevoir au-delà des apparences. Et chacun, d'ailleurs, autour de lui, remarque son assez grande intelligence.
Mais aussi intelligent qu'il soit, il est quand même idiot parce qu'il ne sait rien au fond. Il ne sait rien, c'est quand même un simple d'esprit, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, c'est quelqu'un qui n'a aucune compétence, il n'est remarquable par aucun savoir-faire, il n'a d'ailleurs pas il n'a pas d'ouvrage, pas de responsabilité, pas de capacité particulière, il est là simplement. Autrement dit, il représente lui aussi une très ancienne figure de la tradition spirituelle de l'Europe, qui est la figure socratique, qui lui non plus ne savait pas grand-chose. Socrate, il savait juste qu'il ne savait rien. Donc cette tradition, disons, du non-savoir a été recueillie par Dostoïevski dans cette figure du prince Mychkine. Elle est passée par Nicolas de Cuse, naturellement, plusieurs auteurs de moins grande altitude du XVIIe siècle, et tout particulièrement Jean-Jacques Rousseau, qui a fait profession lui aussi de faire l'idiot, d'être un idiot, hic ego barbarus sum quia non intelligor illis, n'est-ce pas? C'est l'épigraphe qu'il a utilisé par 2 fois. C'est moi ici qui suis barbare, puisque je ne suis pas compris d'eux. Rousseau faisait exactement ce que fait le prince Mychkine, c'est-à-dire l'idiot, c'est-à-dire il entrait dans les salons, il ne comprenait rien à ce qu'on disait, il n'était pas capable de répliquer quoi que ce soit, il n'avait aucune repartie, c'était 48 heures après seulement qu'il s'apercevait de ce qu'il aurait dû répondre, n'est-ce pas? Il était gauche et on pouvait se moquer de lui, exactement comme on fait dans les salons de Pétersbourg avec le prince Mychkine. Il était gauche parce qu'il faisait profession d'ignorance, de non-savoir. Pourquoi? Eh bien parce qu'il incarnait, comme le prince Mychkine, cette suréminente tradition, venue en effet de l'Évangile, n'est-ce pas? La tradition d'incrimination de l'intellectualité. Mychkine, comme Jean-Jacques Rousseau, c'est quelqu'un qui fait valoir le sentiment, l'âme, la simplicité du cœur, et qui se méfie, à contrario, des intelligents. D'ailleurs, toujours chez Dostoïevski, les intelligents, du style, disons, Ivan Karamazov, sont des orgueilleux. Toujours chez Dostoïevski, les savants